Bonjour, aujourd'hui je vais traiter un sujet qui revient fréquemment aux examens de langue du DELF, DALF, TEF ou TCF, la question de la préservation des langues et de l'apprentissage des langues, en particulier minoritaires. Je t'encourage donc à te documenter et à réfléchir sur plusieurs aspects autour de ces thèmes dans le cadre de ta préparation. Et si tu ne prépares pas d'examen, c'est quand même une problématique importante du monde dans lequel on vit et tu as aussi un rôle à jouer par les choix que tu fais et la façon dont tu en parles avec des gens qui n'y connaissent peut-être rien. Dans 2 épisodes sur ce thème, je vais présenter quelques exemples de régions où le bilinguisme met la question du rapport entre langue minoritaire et majoritaire au centre des débats. Puis j'examinerai les arguments en faveur de la préservation de toutes les langues, ainsi que les difficultés qui se présentent pour sauver les idiomes en danger. Le premier épisode est plutôt d'un niveau C1, C2, car ce sont des thèmes plus abstraits, et le deuxième épisode sera plutôt d'un niveau B2, C1, avec des arguments concrets que tu pourras réutiliser dans un examen où l'épreuve est courte, comme le TEF ou le TCF. Bonjour, si on ne se connaît pas, je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neuro Language Coaching et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie, la bonne humeur et avec efficacité. Que tu apprennes pour le plaisir, pour un examen, pour le travail, les études ou une combinaison de ces différentes raisons, j'espère que ce podcast t'aidera à améliorer ta compréhension, à t'exprimer et à te familiariser avec le contexte culturel en France et au Québec. Ce podcast est principalement enregistré à Montréal où je vis et travaille. Cette ville fait partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka Mohawks et Montréal-Tiohtià:ke a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Si tu veux développer ton vocabulaire, je t'invite à rejoindre l'espace Patreon pour télécharger la fiche associée à chaque épisode. Bonne écoute! De tout temps, des langues sont apparues et ont évolué au point de se transformer tellement qu'elles n'ont plus qu'un lien très lointain avec leurs ancêtres. Je ne parle pas grec, mais j'ai entendu dire que le grec ancien et le grec moderne sont très différents, au point qu'on peut avoir le sentiment d'étudier 2 langues. D'autres langues ont, elles, cessé d'être utilisées, au point qu'elles ont parfois reçu l'étiquette langue morte, comme le grec ancien, le latin ou le sanskrit. Et pourtant, comment peut-on dire de ces langues qu'elles sont mortes alors que nous avons un large corpus de textes en héritage, que des étudiants et des chercheurs peuvent exploiter et même parler? En effet, lors d'une conférence polyglotte, une présentatrice a révélé qu'il y a encore aujourd'hui des passionnés qui échangent en latin moderne ou contemporain pour le plaisir. La langue latine a continué d'évoluer depuis que son usage est tombé en désuétude entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle. Donc il est quand même encore un peu vivant dans certains cercles initiés. En revanche, d'autres langues qui se transmettaient seulement à l'oral sont-elles réellement mortes lorsque le dernier locuteur ou la dernière locutrice s'est éteint ou éteinte? Et plus rien ne pourra les ramener à la vie. Elles ont purement et simplement disparu. La vie, la mort, il semble que ce soit l'évolution naturelle de nos modes de communication, tout comme pour les êtres vivants. Alors, pourquoi cette préoccupation soudaine de vouloir sauvegarder ce qui peut l'être encore? De vouloir encourager la vitalité de langues dont les derniers locuteurs ont parfois largement dépassé l'âge de la retraite? On peut chercher une piste de réponse dans les publications de l'UNESCO et de l'ONU, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Je cite un article publié sur le site de l'ONU. Comme l'UNESCO l'a montré dans des études, il existe un lien très étroit entre la biodiversité et la diversité linguistique. Les communautés locales et autochtones ont élaboré des systèmes de classification complexes du monde naturel, reflétant leur compréhension profonde de l'environnement dans lequel elles vivent. Cela va des connaissances sur la croissance des plantes aux nutriments, en passant par la santé des océans, et permet le fonctionnement d'écosystèmes fragiles mais nécessaires au développement de la vie. L'Encyclopædia Britannica définit la langue comme un système de symboles oraux ou écrits par lesquels les êtres humains, en tant que membres d'un groupe social et participant à sa culture, s'expriment.
Les fonctions du langage comprennent la communication, l'expression de l'identité, le jeu, l'expression de l'imagination et l'expression de l'émotion. La langue et la culture sont étroitement liées et interdépendantes, façonnant la personnalité et servant à transmettre le savoir. Elle contribue à la perception que nous avons des autres et peut déterminer le groupe avec lequel nous nous identifions. Ce passage nous montre donc plusieurs arguments en faveur de la protection des langues sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans le deuxième épisode. Mais je vais vous les résumer dès maintenant. Donc premièrement, on voit que le langage sert à décrire le monde dans lequel on vit. Les langues autochtones à un milieu ont développé le vocabulaire pour décrire leur environnement, ce qui est particulièrement pertinent pour lutter contre les défis du changement climatique auxquels nous sommes confrontés. Deuxièmement, le langage sert à extérioriser et transmettre ce qui vit de façon abstraite en nous. Les idées, les émotions, la créativité, c'est donc une fonction essentielle de la communication humaine. Et je n'ai pas besoin de t'expliquer la frustration qu'on ressent quand on ne trouve pas le mot idoine. Idoine, ça veut dire adéquate. Le mot idoine, c'est le mot qui convient exactement, comme dans cette phrase pour laquelle j'ai été chercher ce mot un petit peu plus avancé, complexe, mais qui est le mot exact que je voulais utiliser. Donc, je n'ai pas besoin de t'expliquer la frustration qu'on ressent quand on ne trouve pas le mot exact pour exprimer un sentiment, soit parce qu'on ne le connaît pas dans la langue étrangère, ou parce que justement, il existe dans une langue qu'on a apprise, mais que notre interlocuteur ne comprend pas et on ne peut donc pas l'utiliser. Troisièmement, la langue et tout ce qu'elle véhicule est l'une des composantes de notre identité. Or, dans un monde de plus en plus connecté et où les références culturelles et comportements deviennent plus homogènes, on peut ressentir un sentiment de vide, de perte d'identité. Les humains ont tendance à s'interroger sur des questions telles que qui suis-je, qui sont mes semblables, et à chercher un sentiment d'appartenance. La langue et la culture donnent des éléments de réponse à ces questions. Dans un monde uniforme, on peut se sentir isolé. L'individualisation de la société peut conduire à un manque de repères et à des comportements néfastes. C'est pour ça que l'ONU et l'UNESCO insistent sur le fait qu'on doive préserver les langues qui existent actuellement. Mais avant de revenir sur ces arguments dans le prochain épisode, je pense qu'il est important de s'interroger sur la définition du problème. Quand on parle de langue minoritaire ou de langue en danger de disparition, de quoi parle-t-on? Sont-elles toutes égales? Y a-t-il différents contextes? Quand on parle de langue minoritaire ou en voie de disparition, je pense que c'est important de différencier plusieurs profils. En écrivant cet épisode, au début, j'ai eu tendance à me focaliser sur ce que je connais, les débats linguistiques en France, au Québec et dans une moindre mesure en Catalogne. Puis, en déroulant le fil, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de pays où plusieurs langues sont parlées dont j'ignore tout ou presque. En fait, j'ai lu quelque part que dans le monde, le monolinguisme est minoritaire. Il y a plus de gens qui parlent plusieurs langues si on inclut les dialectes régionaux. En effet, en général, les habitants d'un pays parlent au moins une des langues officielles et souvent un dialecte ou une langue seconde. Encore plus, comprennent une autre langue même s'ils ne sont pas capables de la parler. La plupart ont peut-être même acquis la deuxième langue sans l'étudier dans un cadre scolaire, ce qui nous amène à les oublier car ils ne rentrent pas dans nos schémas occidentaux de ce qu'est être bilingue. Selon les statistiques de l'ONU, sur environ 7000 langues reconnues aujourd'hui, plus de 2000 sont en danger. En y réfléchissant, j'ai commencé à créer des catégories en pensant à des exemples autour de moi. Donc, d'un côté, on peut distinguer les langues en danger d'extinction parce que les derniers locuteurs vieillissent et vont mourir sans transmettre la langue. Il y a aussi le cas de communautés isolées. Certains aînés de la génération des grands-parents actuels parlent encore la langue, mais ils ne l'ont pas transmise à leurs enfants, qui peuvent cependant parfois la comprendre partiellement, mais la génération des petits-enfants ne parle pas ni ne comprend la langue. Ils ont été scolarisés dans la langue majoritaire, ont peut-être même appris des langues étrangères, et toute la famille s'est mise progressivement à communiquer seulement dans la langue majoritaire. On peut penser au français cajun en Louisiane, au dialecte lombard et ligurien en Italie du Nord, au gaélique écossais,
à la langue des Mapuche au Chili. En France, on trouve par exemple le breton ou le provençal, sans parler de tous les patois locaux qui n'ont pas le statut de langue, mais qui présentent des variations significatives par rapport au français standard. Alors le mot patois est plutôt péjoratif en France car il est associé à des dialectes ruraux spécifiques à une zone géographique donnée, généralement utilisés à l'oral et qui sont dévalorisés. Donc si on veut être plus neutre, on pourrait utiliser le mot dialecte, mais en linguistique, peut-être que les linguistes et les puristes font des distinctions entre patois et dialecte. En tout cas, en France, on parle souvent de patois. Les langues autochtones au Canada ont également cessé d'être transmises de génération en génération à cause de la colonisation et de la volonté du gouvernement d'effacer toute trace de l'identité indienne, comme on l'appelait à l'époque, qui a causé d'immenses traumatismes dans la communauté. J'y reviendrai aussi. Par ailleurs, une autre catégorie, il y a des langues, ou plutôt des systèmes de communication qui sont devenus obsolètes avec l'exode rural et le développement des technologies, comme les langues sifflées des bergers des montagnes. Les téléphones portables ont remplacé ce langage codé, mais certains amateurs perpétuent la tradition en apprenant comment l'utiliser. Est-ce que ce sera suffisant pour sauver la langue ou le système de communication? Je ne sais pas, mais j'ai vu des reportages sur ces bergers qui sifflent à travers les vallées. C'est fascinant et ça fait vraiment réfléchir sur ce qu'on appelle langage. Mais à côté de tout ça, il y a aussi des communautés qui se sentent menacées dans un certain contexte. Par exemple, le français au Québec, ou dans une moindre mesure, la francophonie dans le monde, dont l'influence est progressivement grignotée par l'anglais. Donc ces communautés peuvent se sentir menacées localement, alors que sur le plan international, la langue se porte très bien. On trouve par exemple la langue quechua, parlée dans plusieurs régions d'Amérique du Sud, qui est en danger dans certains pays plus que d'autres. À travers ces quelques exemples, on peut commencer à percevoir les tensions qui existent entre les dialectes régionaux ou les dialectes de certains habitants d'un pays et la volonté de leur gouvernement de créer un esprit d'union nationale, une identité qui transcende les identités des sous-groupes. Pour cela, la langue officielle et là où les langues parlées et enseignées à l'école sont souvent des instruments permettant de renforcer ou limiter le caractère multilingue d'un pays. En d'autres termes, on peut mettre en œuvre les moyens pour faire coexister plusieurs langues sur un territoire, ou on peut, au contraire, effacer tout ce qui n'est pas la langue majoritaire, que ce soit de façon intentionnelle, en réprimant activement les minorités linguistiques comme ça a été fait pendant la dictature de Franco en Espagne ou avec les peuples autochtones colonisés, ou de façon plus passive, en s'appuyant sur un système inefficace et insuffisant pour soutenir les minorités. Et ici, on peut penser à l'enseignement du français en milieu minoritaire au Canada ou les langues régionales en France en ce moment. Certes, les langues sont enseignées à l'école, mais est-ce que les élèves sont capables de parler la langue en sortant du système scolaire? C'est rarement le cas. Voyons donc comment la langue peut être utilisée comme un instrument politique pour représenter le ciment de l'unité nationale. Et la France est un bon exemple de l'utilisation de la langue comme instrument pour construire la nation. En 1999, le Conseil constitutionnel a été consulté pour statuer sur la constitutionnalité de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Donc l'Europe est engagée dans une démarche de préservation des langues régionales ou minoritaires. Et chaque pays doit voir comment intégrer tout ça dans sa législation. Donc en 1999, il était question de savoir si cette charte respectait la Constitution française et pouvait donc être ratifiée et devenir une loi de la République. D'après Véronique Bertil, qui est juriste à l'Université de Bordeaux, et Philippe Blanchet, sociolinguiste de l'Université de Haute-Bretagne Rennes 2, la séance portant sur cette charte a fait la part belle aux croyances sur ce que devrait être la politique linguistique de la France plutôt qu'aux arguments juridiques. Je les cite quand ils parlent d'un débat dominé par des convictions personnelles, des peurs politiques et une vision idéologique jacobine de l'unité nationale. L'idéologie jacobine est une vision héritée de la Révolution française et du courant qui voulait notamment limiter les risques de division du pays
et cimenter l'unité nationale de la France en renforçant le rôle de l'État central et de la langue française comme seul vecteur de communication du peuple. Mais l'utilisation majoritaire du français dans les actes administratifs et de justice avait commencé dès le XIIIe siècle en remplacement progressif du latin. Les lois de l'époque n'excluaient toutefois pas de publier des actes dans la langue maternelle régionale. À ce moment-là, le plus important était que le peuple comprenne les lois, ce qui n'était pas le cas lorsqu'elles étaient écrites en latin ou même parfois en français. Donc il fallait les publier dans la langue régionale aussi. L'usage du français a été étendu après la Révolution de 1789 avec la volonté de l'imposer à la population au détriment des langues et patois locaux. Bien sûr, les parlers populaires continuaient d'exister dans les familles et les échanges du quotidien, mais ils étaient stigmatisés et ont par exemple été interdits à l'école. Les élèves de la génération de mes grands-mères, nés dans les années 1920, se faisaient encore taper sur les doigts, littéralement, si on les surprenait à parler patois au lieu de français à l'école. Ils et elles ont donc peu transmis la langue à leurs enfants, la génération de mes parents. Et ma génération, ça s'est complètement perdu. Dans ma région, le dialecte local n'avait pas le statut de langue à proprement parler. Mais il faut parfois de l'imagination pour connecter ce patois avec la langue française. Ceci dit, je pense que les quelques mots que j'ai appris par mon père et les prononciations influencées par le patois local que j'ai entendu étant petite ont facilité ensuite ma compréhension du français québécois en entraînant la flexibilité de mon cerveau face aux variations langagières et de vocabulaire. Alors ça, c'était en 1999, ces débats et toutes ces peurs sur l'unité de la France. Aujourd'hui, l'article 75-1 de la Constitution reconnaît que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Mais cette reconnaissance reste largement symbolique. Le breton est un exemple emblématique de la résilience d'une langue, mais pour combien de temps, et du semi-échec des nouvelles politiques de préservation des langues régionales en France. On peut se demander si nous n'avons pas réagi trop tard pour renverser la tendance et éviter la disparition de la langue bretonne dans les décennies à venir. En effet, d'après une enquête sociologique commandée par la région Bretagne, malgré les efforts faits pour revitaliser la langue, en s'appuyant notamment sur un réseau d'écoles bilingues appelé Diwan, la langue continue de reculer. Il y avait environ 500 000 locuteurs bretons en 1950. Et si en 2018, on en comptait encore 214 000 dans les 5 départements bretons, en 2024, il n'était plus que 107 000. Je n'ai pas lu le rapport, mais je pense que grâce aux écoles, un certain nombre de Bretons ont reçu des notions de la langue, mais ils ne sont pas capables de le parler. Ça révèle peut-être aussi un défaut de l'enseignement des langues en France qui est très scolaire et n'encourage pas à développer la capacité ni la confiance de parler. Il faut aussi créer des opportunités pour l'utiliser, en soutenant par exemple des événements culturels locaux, les arts et la culture. Alors la Bretagne, comme la Corse ou le Pays basque, a pour caractéristique de ne pas seulement compter sur sa langue pour définir son identité. Il y a un sentiment très fort d'appartenance à la communauté bretonne, même chez leurs descendants qui n'ont peut-être jamais habité en Bretagne, et il y a plusieurs marqueurs de l'identité qui sont assez forts. Donc même si la langue se perd, j'ai le sentiment que la culture et l'identité bretonne peuvent perdurer. Peut-être que c'est finalement ça le plus essentiel pour le bien-être de ses représentants, et donc on pourrait se demander à quel point c'est important qu'on fasse autant d'efforts pour préserver la langue. Et c'est un exemple qui pourrait faire réfléchir le Québec aussi, dont les habitants sont encore arc-boutés, donc sont encore en opposition sur la défense féroce de la langue. Pourtant, d'après moi qui ai un œil extérieur, je pense que c'est pas seulement la langue qui distingue le Québec du reste du Canada. Si le débat était plus apaisé, les gens d'un côté comme de l'autre pourraient peut-être voir ce qui les rassemble en tant que Canadiens et Québécois et ce qui les distingue selon l'endroit où ils ont grandi. Au Québec, la langue et la culture sont certes étroitement liées, mais il y a aussi des questions socio-économiques qui entrent en jeu et qui viennent donner encore plus d'enjeux à cette problématique linguistique. Les anglophones ayant eu la maîtrise des moyens de production et des richesses de la province pendant de nombreuses années.
C'est une tendance qui s'est inversée dans les années 60, 1960, et je te renvoie à mes épisodes sur le Québec pour en apprendre plus. Les politiques de revitalisation de la langue française du Québec qui ont eu lieu à partir de ces années-là m'ont paru raisonnables et ont mené à des résultats satisfaisants car le français se porte plutôt bien au Québec et n'a pas du tout été remplacé par l'anglais, sauf peut-être dans certaines zones de Montréal. Mais on a constaté un changement ces dernières années. La francisation de la province est devenue extrêmement politique et a fait l'objet de nouvelles lois drastiques pour imposer la langue française, au risque de mener à des mesures que je trouve exagérées et inéquitables. Par exemple, la loi qui impose aux nouveaux immigrants d'être servis en français dans les administrations et les hôpitaux 6 mois seulement après leur arrivée. Dans un pays comme la France où la seule langue est le français, ça se passe assez naturellement. Mais au Québec, où les ressources en anglais existent du fait qu'il y a une minorité anglophone, ça semble injuste de priver certaines personnes de ressources qui existent déjà. D'un autre côté, si on n'impose pas certaines règles, comme scolariser les enfants en français ou donner la priorité aux communications en français, si on n'a pas recours dans une certaine mesure à la coercition, à l'obligation pour protéger des langues minoritaires, les gens feront-ils les efforts nécessaires pour apprendre la langue? C'est pas sûr. Et ce, d'autant plus dans un monde où les outils technologiques nous permettent de pallier nos insuffisances langagières, de compenser nos faiblesses. Moi, j'adore les langues et la découverte d'autres cultures. Donc je pense que tout le monde devrait avoir la chance d'apprendre une autre langue, et pas juste sa grammaire et du vocabulaire qui n'est pas toujours utile. Je suis convaincue que l'humanité bénéficierait d'échanges culturels accrus. En effet, si on se contente d'apprendre des mots et de vouloir dire la même chose que dans notre langue maternelle avec des mots étrangers, ce qui est souvent le cas à l'école, l'apprentissage ne nous fait pas grandir. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la découverte de l'autre, d'une autre manière de voir le monde et les relations. La langue n'est qu'un véhicule pour ça, mais en même temps, c'est un instrument essentiel pour avoir accès à ces autres perspectives. En mettant en avant un dialogue interculturel, en particulier dans les pays où plusieurs langues cohabitent, je pense qu'on aurait plus de succès dans l'enseignement des langues et dans la création d'un esprit national qui prend en compte la diversité et la recherche de compromis et l'entente plutôt que la domination. Mais je suis peut-être trop idéaliste et optimiste. Et puis, quand on parle de préserver la langue française au Québec et de se battre pour préserver le bilinguisme du Canada et les deux langues officielles français et anglais, souvent on a tendance à laisser de côté les langues encore plus minoritaires que le français, c'est-à-dire les langues autochtones, les langues des peuples premiers, ceux qui étaient là avant nous, les colonisateurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Quelle place va-t-on leur donner dans le pays et comment va-t-on préserver toutes ces langues en bonne harmonie? J'en parlerai plus dans le prochain épisode. Et une clé pour ça, c'est peut-être, comme je viens d'expliquer, la culture et la curiosité. À l'intérieur même d'une langue, il faut s'écarter de la recherche de perfection et laisser plus de place à la curiosité. Si on prend le cas du français, c'est pas parce que le français diminue au Québec que la langue va mourir. Elle est encore parlée par de nombreux locuteurs dans le monde, notamment portés par l'Afrique francophone. Ce qui pose aussi question, il faut le dire. J'avoue que je connais peu de choses à propos de l'Afrique francophone où le français était la langue coloniale et est resté la langue de l'élite. Alors comment les langues des peuples africains survivent-elles? Sous quelle forme? Comment tirent-elles leur épingle du jeu face au français et à l'anglais? Si on galère avec la question du bilinguisme, comment traite-t-on des questions linguistiques dans des pays où de nombreuses langues régionales cohabitent comme l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria, la Chine? Tous ces pays pourraient servir d'exemple aux nations du Nord, mais comme ils appartiennent ou ont longtemps appartenu aux pays en développement ou du tiers-monde, comme on disait avant, on les prend de haut. On pense qu'ils n'ont rien à nous enseigner. Et pourtant, on se trompe sans doute. Dans le prochain épisode, je reviendrai sur les arguments en faveur et en défaveur des politiques de préservation des langues minoritaires et j'expliquerai le changement de paradigme qui devrait selon moi se passer si on veut relever le défi de l'UNESCO et freiner la tendance qui conduit à la mort de nombreuses langues. À très bientôt, ciao ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup
en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!